21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir, peuple d'Afrique, votre moment pur panafricanisme sur Info TV. Vous en avez désormais convenance et l'habitude de 21h à Yaoundé au Cameroun. C'est le temps justement de Ouro Africa, votre émission, je l'ai dit, qui résume à elle seule tous les combats et défis panafricains du moment. Et ce soir, nous allons, en introduction de ce plateau, revenir sur cette actualité malheureuse du côté de la République démocratique du Congo. De ce côté, nous avons eu écho de cette tentative de coup d'État heureusement avortée. Un certain Christian Malanga, bien connu des services de renseignement congolais, résident aux États-Unis, a décidé de porter les stockades au régime du président Tshisekedi en passant par Vital Kamerhe, proche conseiller du président congolais. Nous en parlons ce soir de cette actualité qui voudrait remettre les coups d'État au cœur du continent. Nous reviendrons aussi, vous ne l'ignorez pas, nous sommes jour célébration de l'unité nationale au Cameroun. Et nous avons pris pour marqueur l'armée, une armée que l'on dit souvent proche des populations, une armée qu'on dit au service de la nation. Nous allons interroger justement cette collaboration entre l'armée et la nation. Est-ce un modèle de collaboration alors que certains parfois nous présentent une armée sujette à des bavures, une armée que l'on dit parfois aussi d'occupation pour ce qui est de certaines régions au Cameroun? Nous allons interroger la collaboration entre l'armée et la nation et revenir de façon globale sur cette fête qui est célébrée aujourd'hui. Je parle bien évidemment de la fête de l'unité au Cameroun. Mesdames, Messieurs, voilà les axes majeurs de notre réflexion de ce soir. Ouro Africa déploie ses ailes. Vous en avez l'habitude chaque lundi, les 21h à Yaoundé au Cameroun. Je souffle en régie et je vous reviens tout de suite. Retour sur le plateau de Ouro Africa, j'affiche un large sourire, c'est jour de fête au Cameroun et justement, les Camerounais sont heureux. Ceux qui ne sont pas heureux, c'est ceux dont j'ai parlé, les frères de République démocratique du Congo. Vous saurez pourquoi dans quelques instants, mais tout d'abord, procédons à la présentation de ceux-là qui vont nous accompagner ce soir. Et le tout premier que je présente sur cette antenne, plus besoin même de le présenter, il est consultant sécurité. Il nous vient du monde de l'armée. Il est aussi docteur désormais. Sa casquette politique est affirmée et désormais reconnue aussi. Vous l'aurez sans doute compris, le docteur colonel Didier Badjek nous fait une fois de plus l'honneur et l'amitié de sa présence. Bonsoir mon colonel, bonne fête. Bonsoir, bonne fête à tous. J'espère que tous les téléspectateurs jouissent de cette journée comme étant celle de l'unité et que quelques-uns voudraient bien accaparer pour un marketing politique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule journée où tous les Camerounais de tous les partis, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, devraient être à l'unisson, n'est-ce pas, pour qu'on regarde quand même le chemin qui a été parcouru depuis ce moment. Merci pour la présence, docteur Badjek. Je poursuis l'exercice avec, à ma gauche, le seul homme politique du plateau. Il nous vient du Social Democratic Front. Honorable Lionel Kongaba, comme j'aime à le présenter. Et bonsoir, bienvenue. Bonsoir Monsieur Mada, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Ouro Africa et surtout Info TV. Donc c'est une joie d'être là, surtout à cette date mémorable pour notre pays. Je ne vous ai pas souhaité bonne fête, je le fais tout de suite. Bonne fête, Lionel Kongaba. La fête ne peut pas être belle avec ce que nous vivons dans les régions. La fête ne peut pas être belle. Elle ne peut pas être belle parce que déjà ce matin nous avons perdu
les ont maintenus dans la région du Sud-Ouest en fait. Et je ne peux pas être en train de célébrer quand des citoyens camerounais ou des intérêts égoïstes des politiciens sont en train de perdre leur vie, sont en train de donner leur vie dans des régions que nous connaissons très bien. Donc, je ne peux pas dire que la fête est belle. La célébration d'une journée comme celle-ci devait amener à réfléchir et non à se retrouver autour du pot et non se retrouver autour des bouteilles de champagne comme ce qui est en train de se passer présentement à Itoudi. Donc je pense que nous avons du pain sur la planche en tant que politiciens d'amener ou d'éveiller les consciences de ceux-là qui jusqu'ici ne comprennent pas qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on laisse nos frères et sœurs mourir dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest? Donc la fête du 20 mai 2024, je l'ai passée avec beaucoup de tristesse de la nouvelle que j'ai eue ce matin. En dehors de ceux-là que nous avons eus au courant du mois, celui de ce matin est... Je ne vous coupe pas, mais nous avons aussi appris qu'il y aurait un maire qui a perdu, Bello, également, perdu la vie justement du fait de... Un maire qui est décédé à Bello avec le délégué du ministère de l'Éducation de base, également, qui a toujours été tué par des hommes sans foi ni loi, qui continue à donner des insomnies aux populations de ces deux régions-là. Pour moi, je pense qu'il est vraiment grand temps que des solutions politiques puissent être prises pour la résolution de cette crise. Nous avons les moyens, nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai juste l'impression que il y a un peu d'orgueil du côté de ceux-là qui doivent prendre... Merci, honorable. On ne va pas faire le débat tout de suite. On va présenter ceux qui nous accompagnent. Lui, il est acteur de la société civile, habitué et habituel de ce plateau. Jean-Moïse Mbok, bonne fête et surtout bienvenue sur le plateau de Ouro Africa. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes. Je vais poursuivre sous le même ton de tristesse. On ne peut pas dire que la fête est belle avec ce qui se passe dans cette zone-là, mais aussi le ton de tristesse pour la démocratie au Cameroun. Oui. La démocratie dans sa globalité, mais la violence et l'extrême barbarie que certains partis politiques vivent aujourd'hui. On aurait pensé que ce n'était que le PCRN, mais on s'est bien rendu compte que le PAL aussi, du président Célestin Bédigui a vécu les mêmes fous. De quel côté Du côté de Monatélé, je crois bien. Oui. Interdit de défiler. Et je dis ma tristesse parce que j'ai trouvé très mature la réaction du président Célestin Bédigui qui a dit c'est un piège, il veut nous amener à nous soulever pour créer un autre chaos ou alors une autre, pour décimer la population, un peu comme en 2008 ou les autres fois. J'ai trouvé ça très intelligent, mais en même temps, je veux quand même rappeler à ceux qui nous gouvernent qu'on n'a pas besoin d'en arriver là. Si on sait qu'on est fort, si on sait qu'on est puissant, qu'on aille dans un jeu franc, qu'on aille dans un jeu sincère. Pire encore, un jour comme celui-ci qui est le jour de l'unité nationale où on devrait quand même dire à tous les Camerounais que malgré la diversité, nous sommes un, malgré les différences, nous sommes un. C'est là qu'un ministre choisit d'exclure certains partis politiques qui veulent participer à cette fête. Je dis c'est triste, c'est difficile, c'est pénible. Dans certaines régions, on vit déjà ces deuils, mais on a l'impression que la démocratie est en deuil dans sa globalité à cause de ces actes qui ne sont que le début. Parce que si on va aller en 2025 dans le même esprit, je dis ce n'est pas bon, c'est même catastrophique. Je sors donc en saluant Samuel Eto'o-Fils pour son... Pourquoi lui? Oui, parce que je l'aime, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est le président de l'Africa Foot qui représente le football. Ne m'interdisez pas de dire ici mon appréciation pour quelqu'un qui, pour moi, est important. Nous sommes dans un monde où vous auriez pu saluer l'honorable Joshua aussi, c'est un Camerounais aussi. Naturellement, mais j'ai choisi de saluer Samuel Eto'o qui est aussi un Camerounais, à moins que je me trompe. Peut-être ce n'est pas un Camerounais pour vous, mais pour moi c'est un Camerounais qui est digne de respect, qui est digne d'attention. Je veux rappeler quand même que l'UEFA a salué la fête de l'unité camerounaise avec l'image de Samuel Eto'o. À un moment donné, il faut qu'on arrête les sbroufs et la méchanceté gratuite. Samuel Eto'o
n'est pas le seul dirigeant de Merci, la fédération Dr Jean-Moïse. qui rencontre ces défis et ces pas challenges. dans ce débat. Je dis donc non, je préfère sortir avec ça pour sourire un peu, Oui. mais je dis nous sommes dans un contexte bizarre où on a l'impression qu'on ne s'attaque pas seulement à la politique, mais on est en train de s'attaquer à tout ce qui fait référence de modèle, de repère pour la jeunesse. Et je dis la pente est glissante et ce n'est pas bon. C'est pour ça que je le salue en rappelant qu'il est important pour la jeunesse. Merci Jean-Moïse Mbok. Je termine avec vous, Paul Stéphane Menunga. Je vous vois déjà afficher un grand sourire. Bonne fête, cher Paul. Non. Comment on peut dire bonne fête à un jeune dans un pays où les jeunes n'ont pas de travail? Mais vous avez un emploi quand même. Peut-être je suis l'exception qui confirme la règle. Ce n'est pas parce que je suis l'exception que je ne vais pas me mettre dans le costume de Césaire qui disait que sa bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Vous savez, durant cette semaine, j'ai passé mon temps à faire une analyse des offres d'emploi qui existent sur Internet et même en ce qui concerne les candidatures spontanées. Vous allez vous rendre compte qu'on demande aux jeunes d'avoir 5 ans d'expérience professionnelle. Donc pendant qu'il était à l'université, on lui donnait aussi l'expérience professionnelle là. Un jeune ne devrait pas se réveiller aujourd'hui parce que quand vous scrutez... Mais même... c'est la fête de l'unité, Paul Stéphane. Est-ce que c'est pas le mauvais débat qu'on veut faire? Faire ce mélange entre le chômage des jeunes et justement la fête de l'unité. Non, ce n'est Il faut s'arrêter quand même pour magnifier l'unité camerounaise. C'est vrai, il faut s'arrêter pour magnifier l'unité camerounaise, mais avec la famine dans le ventre, pendant que d'autres boivent les chivas, les champagnes, d'autres gens n'arrivent même pas à se loger, à se nourrir, à manger un plat de haricots. Avec ça, vous voulez qu'on fête l'unité? Je suis en train de me poser la question, mais de quelle unité on parle? Donc, je vais sortir en disant que la fête, elle est bonne pour certains, ou alors elle est bonne pour 10 ou 5% des Camerounais, c'est-à-dire ceux qui se sucrent les ressources de l'État, et elle est mauvaise pour 95% des Camerounais. Et je sors ici en disant mon bonsoir particulier comme ça à mes oncles de Nanga et Boko, qui jusqu'ici ont toujours les problèmes d'électricité. Je leur dis qu'en 2025, il faut toujours donner 95% à ce parti politique. Merci Paul Stéphane Menunga. Que dire lorsque vous sortez par une boutade aussi puissante? Je m'en vais tout de suite m'arrêter. Nous allons marquer ce temps d'arrêt qui va nous amener, bien évidemment, je l'ai dit, du côté de la République démocratique du Congo, mon colonel Didier Badjek. De ce côté-là, le président Tshisekedi, qui vient d'être réélu avec les scores qu'on connaît, justement se retrouve à être attaqué par un certain Christian Malanga, qui n'est pas un inconnu, qui a résidence aux États-Unis et qui justement est à la tête d'une semi-rébellion qui s'en est prise à la résidence de Vital Kamerhe. Est-ce que la malédiction des coups d'État revient sur le continent et plus précisément pas très loin de nous, du côté de la RDC? Oui, malheureusement, c'est une coïncidence. Là, on peut parler de coïncidence parce que je ne vois pas le motif politique, sinon que cet individu s'est toujours caractérisé par une certaine réfraction au pouvoir au pouvoir avec X qui se sont mis en place par la suite parce que c'est un Moubutiste qui réclame, n'est-ce pas, avec beaucoup d'insistance, le retour du Zaïre, parce qu'il estime que le Zaïre au moins avait une sorte de, on va dire quoi, d'indépendance, une sorte de force, hein, de présence, et qu'aujourd'hui son pays est occupé. Mais lorsqu'on voit comment est-ce que cette affaire a été menée, c'est véritablement de l'aventure, quoi. C'est-à-dire qu'un groupe de 50 hommes venus de nulle part, on suspecte qu'ils sont venus du Kenya en passant par le Congo-Brazzaville, par l'aéroport de Maya, et ou alors ils sont venus du Congo central et ils se retrouvent comme ça en plein centre de Kinshasa et ils essayent de faire un coup de main. C'était hasardeux, mais je ne pense pas, je pense que c'est tout simplement de l'aventure, il ne faut pas lui trouver une connotation politique en ce moment. Mais ce qu'il y a quand même à relever, c'est que il y a une contagion de ces coups d'État, et je pense que c'est la problématique que vous posez aujourd'hui. Et vous savez quel est mon sentiment, n'est-ce pas, sur les coups d'État
en Afrique qui sont en train de renaître subitement et qui s'entrechoquent pour qu'on puisse avoir pratiquement une Afrique francophone envahie, n'est-ce pas, par des juntes qui sont sans lendemain. Ce que les gens veulent accueillir avec... Comment est-ce que vous lisez le fait que quelqu'un qui vient d'être réélu puisse être attaqué militairement? Bon, on va mettre des guillemets sur militairement, parce que vous l'avez dit, c'était une aventure ambiguë d'un exilé qui en veut à tout le monde et qui a des réminiscences du temps du maréchal Mobutu. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il puisse même avoir ce type d'initiative lorsque l'on sait que le président Tshisekedi vient d'être réélu? Oui, ça peut être possible, hein, si jamais bon, ce personnage a mis ses désirs à exécution. Le problème, c'est que c'est une coïncidence. Et dans les coïncidences, on ne peut pas faire une analyse stratégique de marqueur. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'il faudrait regarder cette coïncidence justement dans le phénomène contagieux des coups d'État. C'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre. Ça nous inquiète quand même. Lorsque vous regardez, vous faites un peu le kaléidoscope sécuritaire de toute la côte africaine, vous allez vous rendre compte que en réalité, c'est grêlé, n'est-ce pas, de coups de main à gauche, à droite. Et j'ai bien peur que ce soit le mode d'emploi aujourd'hui pour établir les transitions que certains se sont données. Mais je dis que ce n'est pas ça la solution. J'ai toujours plaidé pour que la société civile soit effectivement un véritable vecteur de force politique aujourd'hui, mais une société civile qui se mette véritablement au milieu, ni du côté de l'opposition, ni du côté de la gouvernance, et qui peut apporter, n'est-ce pas, sa véritable science pour lire objectivement le destin ou alors la prospective d'un pays. Donc, analyser le coup d'État manqué en RDC aujourd'hui pourrait nous contraindre à faire une mauvaise évaluation de la situation globale au niveau de l'Afrique. Je ne pense pas que le président Tshisekedi soit loin d'être président. Quel que soit le cas, il avait quand même à côté de lui des lieutenants qui pèsent quand même, n'est-ce pas, dans l'électorat aujourd'hui. Et je peux être sûr et certain que le président Tshisekedi a gagné, même si jamais c'est toujours entaché de quelques irrégularités. Son élection n'a pas fait objet de grandes contestations. Mais il existe un problème aujourd'hui où le Congolais est dans son mal-être à cause de cette invasion du Rwanda. Et lorsque l'on pèse quand même, n'est-ce pas, les deux armées aujourd'hui, on se pose des questions sur la souveraineté des armées africaines qui n'ont pas véritablement effectué leur mue au niveau de leur comment est-ce qu'on va appeler ça, de leur dynamique, n'est-ce pas, que aujourd'hui toutes ces armées qui ont été réformées, et pourtant la RDC a subi une réforme au niveau de ses armées, mais il y a eu un problème, la mauvaise intégration, n'est-ce pas, des anciens rebelles qui aujourd'hui ne sont pas des militaires. En réalité, pour ma part, cette reconversion, on ne peut pas passer de rebelle à militaire normal. Je crois qu'il faudrait choisir autre chose, mettre, n'est-ce pas, ces militaires, les réintégrer autrement. Dans la DDR, c'est une histoire encore qui est mal pensée par des penseurs occidentaux qui viennent nous donner des modes d'emploi qui ne correspondent pas toujours, des concepts qui ne correspondent pas aux situations particulières de l'Afrique. Donc c'est un peu ça qu'il faut quereller et dire que le Congo se trouve mal aujourd'hui au niveau sécuritaire et ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer au niveau de sa puissance, au niveau de sa richesse, au niveau d'une armée qui est l'une des plus les plus importantes d'Afrique, parce qu'ils sont pratiquement environ 200 000 soldats et qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à faire face devant quelques rebelles qui sont peut-être associés et ancrés avec dans un autre pays ou qui leur servent de base arrière, mais ça ne justifie pas cette impéritie opérationnelle, n'est-ce pas, à pouvoir mener des véritables opérations et bouter ou alors neutraliser le M23 et ses affidés.
Merci. On va prendre l'avis du politique sur le plateau. Lionel Kongaba. Alors, je l'ai dit, le président Tshisekedi vient de se faire réélire avec un score assez conséquent. Mais le colonel nous fait état de ce mal-être congolais qui, justement, est-ce que cela pourrait justifier qu'il y ait quelques velléités de renversement du président en interne? Parce que une opération de ce type ne pourrait pas s'organiser sans qu'il y ait au moins une ou deux complicités qui amènent à ce que ceux-là qui ont cette ambition-là puissent avoir les coups de franche. Est-ce que le président Tshisekedi doit craindre au niveau de son appareil sécuritaire? Je parle là en interne. Ah, ben, bien sûr. Vous savez, à un moment donné, lorsque vous êtes dans ce type de situation, vous vous posez la question de savoir qui autour de vous peut être là, et c'est souvent très difficile de démanteler ou d'identifier ces personnes-là. Vous allez voir que l'armée se rangeait du côté du président Tshisekedi, Oui. parce que ces personnes sont des personnes qui ne sont pas identifiées, ou peut-être qui sont identifiées et qui ne sont pas aimées par les Congolais. Ils ont peut-être une revendication qui peut être légitime, mais la façon de le faire n'est pas la façon dont les populations congolaises veulent que ça puisse arriver, parce que si ces gens étaient des personnes légitimes, ils devaient participer aux élections qu'il y a eu, ça fait près de 7 mois, où le président Tshisekedi a été réélu avec vraiment un score très considérable, oui, qui ne permet pas à ce que vraiment il y ait beaucoup de contestations, parce qu'il n'y en a pas eu assez. Et je crois également que c'est des gens qui n'ont pas mûri l'action qu'ils voulaient mener. Ils n'ont pas mûri l'action qu'ils voulaient mener, et ça n'a pas donné. Vous voyez qu'ils ont commencé par entrer par effraction sur la nouvelle Premier ministre qui venait d'être nommé. Mais ils n'ont pas pu avoir accès au domicile où ils ont tué les 2 policiers qui étaient là pour garder. Et la question que je me pose, dans un pays, comment est-ce que deux policiers peuvent garder le domicile d'un Premier ministre? Vous savez au moins que c'est la 2e ou la 3e personnalité du pays. Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec 2 policiers à garder? Et avec déjà l'insécurité qu'ils ont autour d'eux avec le Rwanda et bien d'autres voisins, je pense qu'ils devaient au moins prendre des mesures pour sauvegarder leurs frontières. Parce que si ces personnes ont pu, avec des étrangers en plus, parce qu'il y a un Britannique et 2 Américains qui faisaient partie de l'équipe, et si ces personnes ont pu accéder ou avoir accès au pays au point d'accéder à des zones où il faut absolument qu'il y ait des contrôles stricts, ça veut dire qu'il y a un problème avec, en anglais on dit they have a porous boundary. Donc ça veut dire qu'ils ont une frontière qui est perméable. Oui. Donc pour moi, je pense également que les populations congolaises et l'armée congolaise se sont rangées derrière le président Tshisekedi, parce que si ce n'était pas le cas, le temps qu'il y a eu entre les débuts des tirs et le moment où l'armée a repris la main, les populations devaient descendre dans la rue peut-être et accompagner ces rebelles-là. Et autre chose, c'est que ces rebelles-là n'avaient pas un soutien sur le territoire. Vraiment, je crois que c'est un peu ça. Merci Lionel Kongaba. Jean-Moïse Mbok, cela remet-il en cause les fondamentaux de cette démocratie qui voudrait justement que lorsqu'il y a consensus autour d'une personnalité, d'un leader, il n'y ait pas ces contestations venues des casernes, bien qu'ici on mette les casernes entre guillemets. Est-ce qu'il faudrait craindre, même lorsque l'on est élu en Afrique, ces coups d'État qui semblent être le nouveau courant à la mode? Pour le cas particulier du Congo, je ne pense pas. Je crois même que le problème n'est pas à ce niveau, le problème il est ailleurs. Alors que les Africains voient le Congo comme un pays, l'Occident voit le Congo comme une réserve. Une réserve de minerais, or, diamants, cobalt, coltan, tout ce que vous pouvez citer. Le Congo aujourd'hui est véritablement une réserve parce que tout ce que le Congo a comme richesse, généralement c'est 50, 60, parfois même 80% de la réserve mondiale. Oui. Ce qui fait donc que depuis la colonisation belge, le roi des Belges même en fait pour lui, le Congo était sa propriété. Ce qui fait qu'après même les fameuses indépendances, eux aussi, c'est en 60, après les indépendances, le principe de richesse appartenant à des individus
qui vont sous-traiter avec l'Occident est resté jusqu'à même l'époque du président Mobutu. Ce principe-là est resté. Ce qui fait donc que plusieurs puissances s'appuient sur le Rwanda pour pouvoir exploiter et spolier les richesses de la RDC. Le problème que M. Tshisekedi a aujourd'hui, c'est qu'il vient avec un discours différent. Oui. Il dit, les Congolais aujourd'hui, c'est 1000 francs. On parle de taux de pauvreté, c'est-à-dire que la majorité des familles, on parle de 90%, sont à 1000 francs au jour, pour vous dire un peu jusqu'où ils sont pauvres. Parce que les richesses du pays ne rentrent pas en termes de taxes et de dividendes dans le trésor national. Ça appartient, les réserves appartiennent aux individus et les individus sont financés par X. Le président Tshisekedi dit, je ne veux plus que ça se passe comme ça. Il faut que le Congo revienne au Congo. Je déclare la guerre au Rwanda parce que chaque fois qu'ils ont essayé de récupérer, même seulement au niveau des titres et des exigences de l'État, on se rend bien compte qu'il y a un blocus. Et il y a un M23 qui est hyper puissant. Comme le colonel disait, on ne sait pas comment une armée aussi grande n'arrive pas à déstabiliser un bout de rebelles. Tout simplement parce que ces rebelles n'ont pas qu'un appui terrestre, ils ont aussi un appui aérien avec les drones qui leur permettent de circuler comme ils veulent, comme ils pensent, où ils vont aller, avec les drones étrangers qui les couvrent et qui les encadrent. Aujourd'hui, le président Tshisekedi dit, il faut que ça change, je veux nationaliser tous les biens du pays afin que les Congolais en bénéficient. Pour moi, ce qui s'est passé en RDC, c'est un avertissement. Oui. Une façon de dire... Sans frais. Sans frais. Pour dire au président Tshisekedi, on est capable de te déloger. On est capable de t'enlever. Tu es en train de te tromper de combat. Essaie de manger comme les autres qui étaient avant toi ont mangé et sont partis. Si tu essaies de vouloir nous enlever ces richesses, tu auras de sérieux problèmes. Pour moi, c'est un avertissement. Maintenant, il faut que le président Tshisekedi, lui aussi, se ravise un peu dans son discours un peu va-t-en-guerre avec un Kagame qu'on ne sait pas qui est véritablement derrière lui. C'est le genre d'individu qu'on n'attaque pas frontalement comme il fait. Et pour moi, il a commis des erreurs dans sa communication. Il faut qu'il revoie sa communication, qu'il comprenne bien que les enjeux sont plus grands que sa personne, ou le peuple congolais, à qui ces gens ne pensent même pas. Il faut aujourd'hui donc qu'il rentre dans une grande diplomatie qui lui permettrait quand même, si on est parti de zéro, à avoir même 5 francs, oui, même 10 francs de ces négociations. On commence bien quelque part. Donc aujourd'hui, ils n'ont ni la stratégie, ni les moyens, ni la capacité de s'attaquer frontalement à ces ennemis internationaux qui sont cachés derrière le M23, pour ne pas citer une nation, mais on sait bien à qui profite le coltan. Oui, le désordre naturellement, et maintenant le coltan qui permet à la nouvelle technologie de se développer, on sait à qui ça profite, et il est en train d'amener une stratégie de signature de contrats pays, parce qu'il signe avec la Chine, il signe avec les États-Unis, il signe avec... Mais jusque-là, on lui a passé un message. On ne voulait pas toucher Kamere, on ne voulait pas toucher le Premier ministre, on ne voulait même pas le tuer, on voulait simplement lui dire qu'on peut t'atteindre, on peut te toucher, reviens à la table de négociation. Et pour moi, il y a un petit pays à côté de la RDC qui est très smart, et j'ai l'impression qu'on a juste utilisé le drapeau du Zaïre, on a juste utilisé ce monsieur comme un épouvantail, mais au fond, le message, et je crois que le président congolais l'a compris. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il ne parle pas beaucoup, il est plutôt dans la réserve, dans l'observation. Mais moi, ma lecture de cette situation aujourd'hui, c'est qu'il faut, à un moment donné, que nos dirigeants apprennent à associer les populations à leur combat, à leurs défis et à leurs challenges. Et c'est là que le président est en train de pécher, parce qu'il s'entoure toujours de ses amis, de ses collaborateurs, mais il n'est pas en train de s'associer à un peuple qui est profondément divisé, qui a des chefs hyper puissants comme les Moïse Katumbi, dans le Kivu, qui sont des présidents, parce qu'ils emploient des jeunes, ils ont des entreprises, ils ont des richesses, ils ont des ressources incroyables qui ne sont pas contrôlées par l'État central. Il faut aujourd'hui qu'ils rentrent dans une forme de négociation pour essayer de ramener l'État ensemble. Peut-être pas prendre toutes les richesses comme il veut prendre, mais savoir laisser aussi aux autres. Merci. Paul-Stéphane Menunga, on peut être élu, réélu et en insécurité. L'exemple de la République démocratique du Congo nous parle. Le président Tshisekedi devrait
être inquiet si on peut aussi facilement s'introduire à Kinshasa et attaquer le domicile des plus hautes personnalités de la République sans que cela ne fasse l'objet de riposte à un échelon élevé. Est-ce qu'il faut avoir peur, même lorsqu'on est élu? J'ai envie de dire que pour le cas précis du Congo, il faut avoir peur parce que pour comprendre ce qui se passe au Congo, il faut simplement déjà savoir que le Congo est un scandale géologique. Oui. Et c'est à cause de ce scandale géologique qu'il a tous ces problèmes. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que des études ont démontré que le Congo à lui seul peut nourrir 2 milliards de personnes avec ses terres arables. Parce que le Congo possède 60% des Mais terres. on parle d'un pays, excusez-moi le terme, assez pauvre. C'est là où j'en viens. Le docteur nous parle de 1000 francs par personne. C'est là où j'en viens. Je vous dis, le Congo à lui seul, avec ses terres arables, nourrit 2 milliards de personnes, dont toute l'Afrique. Et parce que l'Afrique n'atteint même pas 2 milliards, ça veut dire que le Congo, en réalité, si le Congo décide aujourd'hui de mettre en valeur ses terres arables, toute l'Afrique n'aura plus faim. Mais c'est dans le même pays qu'on vous parle d'insécurité alimentaire. Et dans le même pays, on vous dit que ces terres arables ont déjà été cédées à près de 50% aux étrangers. Dans le même pays, le Congo. Je ne veux pas parler des autres minéraux. Et dans le même pays où il y a les terres arables, on vous dit qu'en 2023, le même pays là figurait parmi les 5 pays les plus pauvres. Justement, il y a un rapport qui dit que 74,6% des Congolais vivaient avec moins de 2 dollars par jour. C'est 1000 francs, donc, 1000 francs CFA. Ça veut dire 74% de Congolais en 2023 vivaient avec moins de 2 dollars. C'est quand même paradoxal. Et quand vous interrogez tout ce que je viens de citer, vous comprenez simplement qu'il y a une main invisible qui se cache derrière. Beaucoup évoquent une conspiration internationale contre le Congo. C'est là où je vais arriver. Vous comprenez simplement qu'il y a une main invisible qui se cache derrière les paradoxes que je viens d'évoquer, parce que trivialement, on vous dit que le développement, c'est l'état d'équilibre entre les richesses disponibles et entre le bien-être de la population et les richesses disponibles. Quand vous voyez le bien-être de la population congolaise et les richesses disponibles, il y a un paradoxe. Et le paradoxe est entretenu par qui? Par l'Occident, qui en réalité voit justement le Congo comme une mine d'or où chacun doit venir se servir. C'est comme ça qu'il faut comprendre le problème du Congo. Chacun doit venir se servir. Du coup, tous ceux qui viennent avec un discours qui voudrait amener une rupture, on te démontre qu'attention, le Congo, c'est pour qu'on se serve. Laisse-nous les discours que tu es en train d'employer là. Mais en même temps, ça pose un problème de fond. Les institutions africaines, à quoi elles nous servent? À quoi nous sert l'Union africaine? À quoi nous sert la CEAC? Si on est incapable de s'entraider entre nous et résoudre des pareils problèmes ou des pareilles situations. Parce que le docteur a posé un problème. Il dit qu'on ne comprend pas comment des individus qui ne sont pas une armée prennent le dessus sur une armée. Ouais. Mais c'est parce que il y a des armées plus sophistiquées qui sont derrière ces individus. Les individus qu'on regarde ne sont que la face cachée de l'iceberg. Visible, vous voulez dire? Visible, exactement. C'est la face cachée de l'iceberg. Parce que ils prennent les armes où? Ils prennent toute la logistique qu'ils ont où? S'ils ne sont pas financés. Donc je pense aujourd'hui que la question fondamentale qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que l'Union africaine soit repensée? Moi je pense que c'est la question de fond pour lutter contre de pareilles situations. Parce qu'il faudrait aujourd'hui qu'on atteigne un stade où, quand un pays qui est membre de l'Union africaine a des problèmes, que l'Union africaine... C'est un vieux souhait. Justement, c'est là où résident toutes les solutions africaines. Oui. Aucun État ne pourra apporter une solution individuelle et individualisée dans le concert de la mondialisation. Ça, détrompez-vous. Parce que dans la mondialisation, en réalité, le Cameroun ne représente rien. Le Congo ne représente rien. C'est tout un système qui a été conçu. Et alors, il faudrait que l'Afrique construise ce que j'appelle aujourd'hui un contre-système. Et ce n'est pas en tant que pays individuel ou individualisé. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on ait le courage d'accepter déjà d'abord que l'Union africaine a échoué. Et le courage de dire que d'accord, puisque l'Union africaine a échoué, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Union africaine soit efficace et puisse permettre aux pays africains
de pouvoir avoir un mot à dire dans la mondialisation. Et je sors par là parce qu'il faut savoir que les relations entre les États, parce que moi en relation internationale, moi je suis réaliste, ne sont axées que sur les intérêts. Et les États sont des monstres hyper forts que la seule chose qui guide leurs actions, ce sont les intérêts. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faudrait donc que l'Afrique ait des institutions qui vont défendre les intérêts des pays africains. Merci Paul-Stéphane Mununga. 2 ou 3 contributions. Nous allons privilégier celles qui justement nous viennent du Congo, Brazzaville pour l'occurrence. Elle dit ceci. Bonsoir monsieur le journaliste, ainsi que à vos invités. Christian Malanga, celui qui porte et revendique avec beaucoup de véhémence cet acte manqué, est un aventurier. Oui, mais cela doit permettre au président Félix de comprendre que son pays et lui ne sont pas en sécurité. Comment expliquer qu'un groupe de moins de 100 personne puisse prendre le palais de la nation en otage pendant plus de 2 heures? Le président doit révoquer le chef de renseignement qui confond sécuriser le pays à l'arrestation d'opposants. Moi, c'est le distingué conseiller Kurigan Ngakili depuis le Congo-Brazzaville. On prend une contribution qui celle-là nous vient du Gabon. Bonsoir le plateau, bonsoir Stéphane Barga. Vraiment triste Afrique avec cette affaire de coup d'État. La situation du Congo nous interpelle. Un pays dans l'instabilité permanente depuis des années. Maintenant, voici qu'on nous parle d'un coup d'État manqué. Un étrange coup d'État qui ressemble à quelque chose de suspect. Le gros de l'attaque s'est fait passer dans le domicile de Vital Kamere. Je trouve ça étrange. Nous, les Africains, nous portons parfois les germes de notre propre destruction. C'est M. Ghislain Ebinda, depuis le Gabon, qui a réagi à ce qui a été dit sur ce plateau. On va donc, pour sortir de cette introduction congolaise, être heureux de ce dénouement heureux et aussi de ce coup d'État manqué. Nous allons, sans transition aucune, revenir du côté du Cameroun, puisque là aussi on parle d'armée, armée-nation pour l'occurrence, et nous allons interroger donc la collaboration. Est-ce un modèle de collaboration? Qui de mieux que vous, Docteur Didier Badiek, notre consultant sur Info TV, sur les questions de sécurité, de nous dresser tout d'abord le portrait de cette relation parfois complexe entre l'armée et la nation. De quoi est-ce qu'on parle véritablement lorsqu'on évoque ce qui pour beaucoup s'apparente à un concept? Oui, c'est un concept. C'est un concept c'est un diptyque qui est considéré comme étant granitique, mais qui se base quand même sur un certain nombre de repères, tout au moins dans la construction de l'armée moderne. Parce que celle que l'on a connue dans la répression de post-indépendance, n'est-ce pas, n'est pas celle-là que l'on peut admettre habiter en coexistence avec la population. Oui. Il faudrait quand même voir un peu l'historique de cette armée qui, à partir d'un certain moment, a opté, n'est-ce pas, pour sa modernisation avec justement l'avènement de la réforme de 2001 qui se basait sur, bien qu'il n'y ait pas de corpus juridique qui le soutienne, sur un concept de défense populaire. Et cette défense populaire, justement, tient en ce que l'armée ne peut rien être sans la nation, et la nation aussi, vice-versa, ne peut rien être sans l'armée. Mais il faudrait bien définir les missions des uns et des autres. La mission de l'armée est régalienne. Régalienne, ça vient de roi, ça veut dire qu'elle est la seule à pouvoir assurer la défense de l'intégrité territoriale et assurer la protection des personnes et des biens. Donc, lorsque les civils ou la nation s'immiscent dans cette fonction, eh bien, on a l'impression d'avoir ce que l'on appelle un État failli, parce que la mission régalienne n'est plus assurée par l'institution dédiée. Maintenant, nous voyons qu'est-ce que l'armée, qu'est-ce que la nation fait donc auprès de cette armée. Premièrement, il faudrait savoir que les équipements, les formations et tout le reste, les recrutements, sont supportés par les contribuables. C'est déjà, il ne peut donc pas exister une armée sans sa nation qui contribue justement pour pouvoir la mettre en état de marche. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'élément fondamental, psychologique et moral que la nation apporte à son armée pour ses combats légitimes. Oui. Parce que lutter pour l'intégrité territoriale, c'est un combat légitime. Et nous avons des hommes qui, n'est-ce pas, pour la rare fois, je crois que c'est la fois unique,
décident de s'engager et peuvent mettre leur vie, prennent l'engagement de mettre leur vie en sacrifice pour la nation. Et par la suite, sur le plan opérationnel, on ne va pas dire que la nation ne fait pas quelque chose à partir du moment où la nation est autorisée, n'est-ce pas, la population est autorisée de livrer le renseignement prévisionnel pour permettre les opérations qui se déroulent sur le terrain. Donc c'est un amour qui part déjà de ce que l'armée est censée être un modèle de discipline, de formation et de patriotisme. Parce qu'on a des gens qui se sont engagés et qui peuvent servir comme ça la jeunesse de repère. Donc, l'armée camerounaise en particulier fait des efforts qui sont assez importants. Moi, j'entends souvent parler des exactions et autres choses. On va y revenir. Mais il faudrait savoir, comparaison n'est pas raison, que l'élongation opérationnelle dans le temps, dans l'espace, eh bien, cette élongation fera toujours que les exactions ne peuvent pas être considérées comme une armée qui est en guerre pour 2 mois ou alors qui a des problèmes à régler pour 1 mois. Ce n'est pas possible. Ça fait depuis un certain temps que l'armée camerounaise se bat. Il y a eu Boko Haram, il y a eu Bakassi, il y a maintenant le Nozo. Encore que dans le cas du Nozo, je ne voudrais pas utiliser le mot guerre parce que cela ne peut pas exister contre sa propre population. Donc il y a un maintien de l'ordre renforcé, comme on dit. Alors, maintenant, l'armée devrait être capable de pouvoir être aimée par sa population. Et c'est pour ça que dans sa communication, elle devrait établir les 3 enjeux fondamentaux qui sont les enjeux d'adhésion, les enjeux d'image et les enjeux d'influence. Et par la suite, même quand même des opérations civilo-militaires qui sont de nature à montrer à la population qu'elle se sacrifie bien pour elle. Et vous voyez, pour l'armée camerounaise en l'occurrence, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Vous voyez ce que le génie militaire fait. La marine nationale qui est le bras séculier de l'action de l'État en mer, l'armée de l'air dans son aérotransport qui permet également à certaines situations quand les transports privés ou publics ne peuvent pas le faire, de faire de la logistique, du transport logistique ou alors du transport des hommes. Vous avez également la gendarmerie nationale ou alors même la police que je vais citer parce que c'est à peu près les forces de sécurité qui, si elles n'existaient pas, ces forces, eh bien, ce serait un Eldorado ici, ou le Texas, où on pourrait tirer sur tout le monde. Et cette action de sécurité contribue aussi au développement. Donc on voit 2 entités, 2 institutions qui ne peuvent pas se dissocier, parce que l'une dépend de l'autre. Et c'est un concept qui se marie justement avec le concept de défense populaire. Mais je dis encore pour le regretter que ce concept peut apparaître comme un élément creux, parce qu'il n'a pas de corpus juridique. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui comment est-ce que se construit la défense populaire. C'est-à-dire qu'il faudrait l'encadrer, soit par un mode qu'on appelle la conscription, dire que nous allons faire le service militaire, qui aujourd'hui bénéficie à certaines personnes seulement. Alors on ne peut pas imaginer donc que cette population être active dans le combat. On va donc l'accepter seulement comme étant le soutien psychologique, moral, et voir dans la fourniture, n'est-ce pas, du renseignement prévisionnel, mais c'est déjà ça. Merci, Dr Badjek. Lionel Koungaba, je me tourne vers vous. Vous êtes attentif aux préoccupations de 2 régions, nord-ouest, sud-ouest. Je ne nettoyais pas de secret ici. Alors, de ce côté, on va d'abord s'arrêter sur la perception de l'armée. Comment est-ce qu'elle perçoit l'armée du côté de ces régions? A-t-elle le substrat que le colonel Badjek lui donne ici, une armée qui est proche des populations, qui mène des actions civilo-militaires, ou alors, parfois, son rôle, son positionnement vis-à-vis justement de la résolution de la crise dite du Nozo semble être un peu ambigu? Alors, je crois que c'est un peu très difficile de pouvoir définir quelle relation les populations du Nozo ont avec l'armée camerounaise. On peut parler de la perception aussi. Comment est-ce qu'elle voit l'armée? Justement, c'est pour ça que je parle d'être difficile. Mais je pense quand même qu'à un moment donné, les populations ont perdu la confiance. Ont perdu confiance en l'armée parce qu'ils se retrouvaient entre les taux, donc je veux dire entre l'armée et les séparatistes. Et il y avait toujours ce souci où les populations avaient peur
d'aller vers l'armée pour donner certaines informations qui doivent aider à retracer ces gars-là parce qu'ils n'étaient pas protégés en retour. Lorsqu'il faisait ça et qu'il entrait dans les quartiers, il y avait toujours du souci. Et autre chose que vous devez savoir, Christian, c'est que il y a il y a cette confiance qui a été brisée. Brisée pourquoi? Pourquoi justement? Voilà, je pose la question. Brisée parce qu'il y a eu un certain nombre d'exactions qu'il y a eu sur la population par les membres de l'armée. Je vais prendre l'exemple de Ngabou, où on a défini, on a à un moment donné nié que ce n'était pas l'armée, mais à la fin, après les enquêtes qui ont été prescrites par le chef de l'État, Oui. ça a été clair que c'est l'armée qui l'a fait. On a bien d'autres cas comme ça. Les gens ou les membres des forces de défense, de sécurité, de défense qui profitent de cette insécurité pour créer du chaos. Certains sont devenus des brigands. Ils sont là, qui ont été condamnés, qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont violé, parce qu'ils ont cassé des microfinances pour emporter des lourdes sommes d'argent. Donc, pour moi, je crois que dans ces régions-là, c'est un peu brisé. En dehors même de ces régions, les autres régions, il y a certaines exactions qui sont portées sur les populations qui amènent les gens à perdre graduellement cette confiance envers l'armée. Vous verrez que c'est très difficile de voir cette collaboration, ne serait-ce que même avec la gendarmerie dans nos différents quartiers, lorsque on a des individus qui sont suspects, comme ça se faisait auparavant. Oui. Lorsqu'on a des individus qui sont suspects, c'est très difficile de voir quelqu'un aller vers ces services-là pour dénoncer. Parce que ce n'est pas toujours sûr qu'après la dénonciation, on serait en sécurité. Autre chose, c'est que nous avions à un moment donné vu le travail qui était fait par certaines branches de cette armée, par exemple le génie militaire. Ce n'est plus trop ça. Ce n'est plus trop Ce ça. n'est plus trop ça. Quand vous regardez parfois, même les routes qui mènent dans ces casernes-là, ces routes-là ne sont pas entretenues. Donc, c'est pas ça qui va permettre à la C'est alors le débat, Lionel Kungaba. Je me tourne tout de suite vers Jean-Moïse. Bon, alors, un aspect a été évoqué par le colonel Didier Badjek sur le plateau, c'est l'aspect lié au renseignement. On a souvent l'impression qu'en fonction justement des régions, les populations sont plutôt enclines à collaborer avec l'armée ou pas. On va dire et féliciter peut-être le positionnement des populations du Nord lorsqu'il a fallu justement combattre Boko Haram. On a vu en termes de renseignement opérationnel et stratégique un déploiement, mais on a l'impression que parfois ailleurs, les populations rechignent à collaborer. Est-ce uniquement du fait de cette peur de représailles que semble évoquer Lionel Kungaba sur ce plateau? Non, pas que. Pas que. Il y a la peur des représailles, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. À mon sens, il faut voir le problème à 3 niveaux. Le premier niveau, et c'est l'introduction du deuxième problème, le premier niveau, c'est le colon qui ne veut pas partir. Oui. Et parce qu'il ne veut pas partir, il alimente le terrorisme. Et c'est depuis les années 90, hein, c'est pas nouveau. C'est seulement arrivé chez nous après, mais ça a bien commencé dans la bande du Sahel, et c'est arrivé chez nous par le Nigeria. Le deuxième volet, qui est le terrorisme, amène donc ces bandits à piller, à devoir se nourrir, à devoir s'alimenter. Et les principales victimes sont les populations. Vous vous souvenez qu'on parle quand même ici des champs qui sont dévastés, des bêtes qui sont enlevées, et même des individus qui sont enlevés contre rançon. Oui. Donc ces individus, parce qu'ils sévissent, parce qu'ils créent d'énormes problèmes à ces populations qui, elles, ont leurs problèmes aussi à elles. Et c'est là que je parle de 3 niveaux. On a le colon qui refuse de partir, on a le terrorisme, on a aussi la mauvaise répartition des richesses. Tout à l'heure, Paul Stéphane en parlait. Quand les gens n'ont pas de travail, quand les gens n'ont pas à manger, quand les gens peinent à vivre, ça ouvre les portes à n'importe quoi. On a suivi par exemple dans le cadre du CDDR, de la réintégration, là, les jeunes qui expliquaient qu'ils sont rentrés dans le terrorisme parce qu'ils n'avaient pas d'activité, ils n'avaient pas de travail, et on leur donnait quelque chose à manger. Parce qu'ils avaient quelque chose à manger sans justifier le terrorisme. Mais le fait de ne pas repartir les richesses normalement crée un malaise. Ce qui fait donc qu'on a le colon qui alimente le terrorisme qui recrute,
dans la population qui n'a pas d'activité, Oui. ça crée déjà un problème. Il faut donc pouvoir résoudre le problème. La relation dont le diptyque armée-nation vient comme une solution au problème qui est posé. Et à ce niveau, l'armée vient protéger, vient défendre, vient aider les populations. Mais il faut dire que c'est des hommes qui ne peuvent pas ne pas commettre d'erreurs. Oui. Parce que dans un terrain quand même difficile comme celui-là, où on l'a vu, les enfants de 12 ans qui avaient des charges explosives sur eux, on avait des petites filles et des garçons. Finalement, il y a comme une psychose qui s'installe Oui. au point où l'homme en tenue ne sait même plus à quel sens se vouer. Est-ce qu'il faut se protéger? Est-ce qu'il faut protéger les autres? Est-ce que... Donc, tous ces paramètres-là ont quand même créé une sorte de confusion, d'où ce qu'on peut appeler les exactions. Alors, à ce niveau, Jean-Maurice Mbok, on a justement cette relation ambiguë, cette psychose, mais on a aussi une collaboration en termes de renseignement. On a vu, justement, et le docteur Badjek l'évoquait, cette brigade civile. Comité de vigilance. Oui, comité de vigilance très performant du côté de l'extrême nord, lorsqu'il fallait combattre Boko Haram. Mais ailleurs, on peine justement à les transposer. Pourquoi on a l'impression qu'à certains niveaux, il y a comme une rupture de confiance entre l'armée et les populations? Est-ce qu'il n'y aurait pas des éléments, les mêmes bavures ont pu avoir lieu dans l'extrême nord, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, sans qu'il y ait véritablement des réactions similaires? Pourquoi il y a des réactions paradoxales ou alors diamétralement opposées alors qu'il y a les mêmes actes parfois sur le terrain? Je suis parfaitement d'accord avec le colonel. Si ce n'est pas juridiquement encadré, ça ne va pas pouvoir tenir sur un front ou un autre. Parce que on va saluer les comités de vigilance qui, eux, avaient pour principale mission d'identifier les individus qui n'étaient pas communs à leur environnement, de signaler toute nouvelle personne qui arrivait, d'informer sur tout mouvement suspect qu'on pouvait voir dans la zone. Et en contrepartie, il y avait quand même un certain équipement qu'on leur donnait, minimal, mais c'était quand même un équipement. Et certains avaient, je ne vais pas dire un salaire, mais quelque chose qui leur permettait quand même de charger du crédit pour appeler ou de pouvoir communiquer d'une manière ou d'une autre. Oui. Et pouvoir acheter des machettes, des boucliers, une sorte de protection par rapport à ça. Mais parce que juridiquement, ça n'a pas été encadré. Et le colonel a bien fait de le dire. Oui. Le renseignement, ce n'est pas juste voir et parler. Il faut avoir une certaine psychologie et ça passe par une formation. Alors, Jean-Maurice Mbok, là, on est dans des concepts assez performants, mais moi, je interroge la relation. Est-ce que c'est plus facile à un habitant de Mora d'aller voir le commandant du BIR, puisque c'est eux qui sont opérationnels là-bas, et de lui dire qu'il y a un monsieur suspect dans mon quartier, que, par exemple, un habitant de Bamenda, d'aller voir le commandant du BIR? Pourquoi on a l'impression que ça... Il y a ce rapport-là ambigu. C'est deux contextes différents. Oui. Le cas du terrorisme, généralement, c'est des personnes qui viennent de l'extérieur pour créer du désordre. Le cas des zones anglophones, il est plus délicat parce que, en fait, les jeunes qui sont ces terroristes-là, c'est des jeunes du village, c'est des jeunes du quartier, c'est des enfants de la zone. Donc, quand l'un d'eux vient vers vous, vous ne savez pas qui il est. Alors que dans l'extrême, dans sa globalité, généralement, c'était des étrangers. C'était rarement des natifs. Mais là, dans la zone anglophone, c'est des enfants du village, c'est des enfants du quartier qui, pour certains, ont cru à cette cause, qui, pour d'autres, sont sous le coup de la menace. Ils sont sous le coup de la menace et c'est difficile d'aller s'exprimer parce que, et l'honorable disait, on a connu des représailles. Des gens qui sont allés dénoncer, qui sont allés donner une information, mais c'est encore plus bizarre parce que moi je me pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas de traîtres dans l'armée? Parce que comment quelqu'un vient dans la nuit sous cap
donner une information et le lendemain on sait qui a donné l'information. Qu'est-ce qui se passe? C'est une autre question. C'est une autre question. Mais je dis ce n'est pas normal que quelqu'un vienne communiquer et c'est pour ça qu'on parle de formation. Parce que dans la formation, on doit enseigner la personne qui va donner l'information à savoir utiliser l'anonymat. Comment est-ce que je communique sans être identifié, sans être reconnu? C'est pour ça que je dis que le volet formation est fondamental. Le colonel l'a dit, j'espère que l'armée nous écoute pour qu'on n'ait plus des gens qui vont arriver, qui ne savent même pas identifier une bombe, qui se font sauter sur la bombe, qui ne savent pas les éléments de base que l'armée pourtant a dans son escarcelle, qui s'est formé, qui s'est entraîné, qui s'est équipé. C'est la contrepartie qu'il faut pouvoir mettre sur la table. Donc, dans le cas de l'extrême nord, c'est facile de venir dire, ah, nous sommes 10 dans le village, il y a une 11e personne là qu'on ne connaît pas. À Bamenda, c'est pas pareil. Ils ne viennent, bon, tous ne viennent pas de l'extérieur parce que quand même, on a connu une époque où on les attrapait bien, ceux qui venaient des autres pays voisins. Mais certains de ces jeunes gens, qu'on voit les généraux avec des titres particuliers, ces différents généraux, c'est des Camerounais, c'est des enfants du terroir. Donc, s'ils sont acquis à cette cause, c'est difficile qu'ils viennent dénoncer. S'il y a une psychose au niveau de la crainte que mon renseignement fuite et qu'on me rattrape et qu'on me fasse du mal, je ne vais plus venir donner l'information. Il faut donc à ce niveau que ceux qui sont dans ces différentes zones sachent garder l'anonymat, créer même un contexte pour protéger ces populations. L'honorable disait, et ça aussi c'est un pan qu'il faut regarder. Quand il n'y a plus de confiance, quand les gens commencent à avoir peur, c'est un problème qu'il faut traiter. Je sors en disant donc que j'ai présenté 3 points. Le 3e point doit absolument être résolu. Parce que si les richesses ne sont pas reparties, si les emplois ne sont pas donnés, il y aura toujours des gens qui vont estimer que tout pour les autres, rien pour nous. Ils ne vont pas forcément être des ennemis de la nation, mais peuvent être des complices passifs. C'est-à-dire qu'ils voient, ils ne disent rien, parce que finalement, si je parle, je gagne quoi? Si je ne parle pas, je gagne quoi? Non, certains ne vont même pas soutenir. Ils vont dire, je ne vais pas soutenir la sécession, mais ceux qui sont en train de mener ce combat, peut-être qu'ils vont gagner quelque chose devant. Je n'ai rien à dire. Il faut qu'on évite de créer ce climat. Donc, d'accord pour l'armée, d'accord pour le diptyque, mais ce que l'armée fait n'est qu'un pan du problème. Le 2e pan, c'est qu'il faut qu'il y ait une répartition réelle des richesses. Jean-Moïse Mbok. Paul-Stéphane Menunga, on célèbre à chaque 20 mai l'armée au Cameroun, l'armée camerounaise au service de la nation, armée-nation, un concept valorisé à plusieurs reprises par les plus hautes autorités de la République, mais aussi on a parfois l'impression qu'à certains endroits, le rapport est distendu entre l'armée et la nation. Qu'est-ce qu'on fait lorsque parfois aussi on se rend compte que, et Jean-Moïse Mbok l'évoquait, qu'au sein même de l'armée, on met de gros guillemets, il y a parfois aussi des comportements qui ne sont pas de nature à rassurer et à créer cette adhésion populaire, parfois même en termes de renseignement. Je vais rentrer par là où le docteur Jean-Moïse Mbok est sorti. Il n'y aura jamais de, comment je veux dire, une union sacrée entre la population et son armée tant qu'il y aura une mauvaise gouvernance. C'est impossible. L'armée au Cameroun fait ce qu'elle peut. Notre armée, elle est professionnelle. Il n'y a rien à dire. Mais sauf que les incuries de notre gouvernance nous amènent justement à ne pas voir ce que l'armée fait de bon. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, l'armée est un instrument qui est au service du gouvernement. C'est pour ça que parfois, quand l'armée agit, c'est le gouvernement qui agit parce que l'État a plusieurs appareils, parmi lesquels les appareils répressifs. Et quand on parle des appareils répressifs, l'armée fait partie des appareils répressifs de l'État. Ça veut dire qu'au nom de sa mission régalienne, le gouvernement peut demander à l'armée d'agir. C'est le cas, par exemple, dans le nord-ouest et le sud-ouest, où, pour que l'État ne soit pas un État failli, le gouvernement demande à l'armée de prendre en main sa mission régalienne qui est de sécuriser le territoire. Et l'armée le fait très bien, contrairement à ce que les gens pensent. Parce que si notre armée n'était pas professionnelle, les quelques bavures qu'on a, on en aurait ça, en n'en plus finir. Ça, il faut le dire. Contrairement à ce que les gens pensent, notre armée le fait très bien. Notre armée n'est même pas en guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Notre armée est simplement là pour dire qu'il ne faudrait pas que
on soit dans un no man's land. Il ne faudrait pas que le Cameroun soit un État failli. Il faudrait qu'on réussisse à garder l'intégrité de notre territoire. Mais sauf qu'il faudrait donc que le gouvernement accompagne les actions de l'armée avec des actes de bonne gouvernance. Parce qu'il y a un autre pan qu'on élude aussi ici. Et ça, c'est l'hyper-pouvoir qu'on avait donné à l'armée après les indépendances ou alors après la décolonisation. On a donné un hyper-pouvoir à l'armée où certaines brebis galeuses qui se retrouvaient dans l'armée pensaient qu'ils étaient des dieux. Ça, c'est une vérité quand même qu'il faudrait qu'on dise. On a eu des cas où un gendarme, un commandant de brigade, j'ai rien contre eux, il va taper l'enseignant à l'école parce que l'enseignant a mal parlé à son enfant. C'est des images qu'on ne devrait plus voir. On a eu même des brebis galeuses dans le bi à un certain moment qui se prenaient pour des dieux. Ou parce que vous avez une altercation, il part appeler ses collègues birois, ils viennent vous molester. Mais je crois quand même qu'à ce niveau, le haut commandement a réagi avec beaucoup de promptitude. C'est ça que je suis en train de dire, que ce sont des images qu'on ne devrait plus voir. Pour que le citoyen ait davantage confiance à l'armée. Parce qu'en réalité, si le citoyen n'a pas confiance à l'armée, il est difficile même pour l'armée d'avoir les informations ou l'information. Parce que l'information, on ne va pas la prendre au ciel. En réalité, généralement, c'est la population civile qui donne l'information à l'armée. Et l'armée, maintenant, parce qu'elle est professionnelle, utilise cette information à bon escient. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faudrait que notre État, notre gouvernement, améliore sa gouvernance pour que les actions de l'armée soient perceptibles, pour que ces diptyques-là soient manifestes et palpables. Et je sors en disant que il faudrait aujourd'hui que dans cet élan de gouvernance également, qu'on soit dans un pays où on n'ait pas peur de donner la bonne information à l'armée. Oui. Parce que parfois, vous avez aussi peur. On a vu des cas où, même dans nos différents quartiers, mais vous donnez l'information sur un bandit, on vient l'arrêter et demain il est libre. Et vous posez les questions, oui, c'est la vérité. Et très souvent, il sait même que c'est vous qui avez donné l'information. Et vous vous posez la question de savoir, le monsieur qu'on a libéré ici, qui sait déjà que c'est moi qui... Voilà. Oui. Est-ce que je suis encore en sécurité? Ça veut dire qu'il faudrait même inclure la justice dans le processus d'amélioration de cette collaboration entre la population et l'armée. Parce que pourquoi moi je vais continuer de mettre ma vie en danger alors que l'État ne m'a pas donné les garanties d'une sécurité en retour? Donc voilà autant de choses qu'il faudrait qu'on améliore pour que cette collaboration puisse également s'améliorer. Merci Paul Stéphane Menunga, docteur Badjek. Lors des événements malheureux du côté de Libreville, beaucoup sont inquiétés. On a même vu des communications des autorités camerounaises qui demandaient à ce qu'il n'y ait pas de parallèle qui soit fait entre les événements gabonais et justement la réalité de la vie politique au Cameroun, avec pour acteurs majeurs, on parle là de l'armée. Aujourd'hui encore, beaucoup s'interrogent parfois sur des positionnements. On lit ici et là qu'il faudrait peut-être que l'armée ait un regard plus avisé. Quelle est votre lecture, votre positionnement par rapport justement à ces appels, à ce que l'armée regarde et peut-être en termes de gouvernance s'inscrive dans un processus qui est visible du côté de l'Afrique de l'Ouest, avec ces capitaines et ces généraux qui prennent le pouvoir avec des résultats qui parfois ne sont pas au rendez-vous? Bon, Stéphane, dans un premier temps, permettez-moi, je suis officier, de solder certaines imageries populaires que je ne peux pas être ici sur le plateau et accepter qu'elles soient dites. Je dois déjà dire que les exactions, elles existent. Hein. Oui. Même les soldatesques, comme dans toutes les armées du monde. Vous avez vu l'armée américaine qui est l'une des plus puissantes, tirer sur des combattants qui étaient désarmés et comme à la chasse. Donc, c'est des exactions qui existent toujours. Et si jamais il n'y avait pas un côté répressif et correctif au niveau du haut commandement, on pourrait dire que c'est une chose qui est instituée. Mais je dois vous dire que chaque fois qu'un militaire, du moins de ce que je sais, qu'un militaire s'est mal comporté, le haut commandement a une main très très lourde pour que cela serve de leçon. On ne peut pas être en même temps assis sur une branche et l'acier et penser qu'on va toujours rester assis. Il est contre-productif pour l'armée camerounaise aujourd'hui de ne pas avoir la population avec elle, en tout état de cause. Maintenant, ce qui se dit
au niveau du renseignement qui est donné. Le premier principe de la synthèse et de l'analyse du renseignement prévisionnel est de protéger celui qui l'a. Ça, c'est catégorique. Un gendarme, un officier de police judiciaire, ou alors même un militaire dans le cadre du renseignement militaire qui ne sait pas faire ça, c'est quelqu'un qui va à l'encontre, n'est-ce pas, de sa propre doctrine. Ce n'est pas pensable, ce n'est pas possible. Il peut arriver des fois où, de l'autre côté, on soupçonne qui pourrait avoir vendu la mèche. Ça, c'est possible, je dois vous le dire. Mais je vous le dis, fondamentalement et tactiquement, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne voulez pas faire la guerre dans ce cas-là. Beaucoup de renseignements ont été donnés au niveau dans le Nozo et dans le sud-ouest. Le docteur Mbok a essayé d'expliquer ça, mais c'est deux contextes totalement différents. Il s'agit d'un contexte où nous sommes en conflit, parce que je ne vais pas parler de guerre, parce que ça aussi, nous sommes c'est pour ça qu'on a parlé de maintien de l'ordre renforcé. Je dois vous dire que si l'armée camerounaise utilisait l'armement dont il dispose, ne serait-ce que les canons 155, cette histoire serait terminée depuis. Il faudrait le savoir. Mais il faudrait savoir aussi qu'en face, nous avons, ce sont nos frères qui se sont déroutés. Et il faut savoir aujourd'hui faire la balance, en attendant que, c'est aussi mon avis, que les solutions politiques se mettent véritablement en place pour régler cette question. Et la sécurité ne peut, la sécurité est non négociable. L'intégrité territoriale du Cameroun n'est pas négociable. Ça, il faudrait qu'on parte de cette hypothèse-là. Donc, il faudrait que le pas, justement, soit pris par la politique. Et moi, je dis toujours que le dialogue, même si jamais les résolutions semblent avoir été perçues comme étant mauvaises, c'est le début de toute chose. Et c'est les mêmes mécanismes qui se produisent au niveau du maintien de la paix avec l'Organisation des Nations Unies. Une fois que vous l'avez dit, docteur Badjek. Je vais expliquer, hein, parce que si vous m'avez appelé ici, c'est pour que je vous explique certaines choses, et qui sont des choses professionnelles. Stéphane, laissez-moi avoir la prime, pour une fois. La primauté du débat, je vous en prie. Non, c'est très important, parce que nous nous adressons là aux spectateurs, aux téléspectateurs, et il faudrait qu'ils comprennent ces choses. Donc, je vais vous dire que la meilleure façon de dépeindre, n'est-ce pas, l'image de l'armée, c'est de faire les exactions. C'est pour ça que le commandement est extrêmement violent en termes de punition et de sanction, quand, n'est-ce pas, un militaire s'est comporté de manière anormale. Et on appelle ça la soldatesque. Donc aujourd'hui, et en plus de cela, je dois vous dire que des efforts sont faits pour que une certaine considération des droits de l'homme soit applicable sur le terrain. Mais sachez également que sur le terrain, il y a ce qu'on appelle la sociologie, n'est-ce pas, de la guerre. Je vous donne juste un exemple simple. Au nord, aux environs de Kidi Matari, j'étais encore en fonction, un jeune lieutenant du génie militaire s'est caché dans une hutte du côté du Cameroun, parce qu'il y avait une pénétration de Boko Haram et tout. Ce sont les gens du village qui ont appelé les gens de Boko Haram. On est venu, on a pris le lieutenant, on lui a ouvert le ventre, on a coupé son bras, on a mis le bras dans le ventre. Nouvellement marié et père d'un enfant. Oui. Je voudrais vous demander, lorsque l'armée viendra et trouvera ces combattants-là, ils vont les convoquer pour la gendarmerie, les amener à l'hôtel, les garder. Du tout. Attendez. C'est-à-dire que les histoires de droits de l'homme peuvent être confinées, bien considérées dans les bureaux feutrés des ONG, n'est-ce pas, qui en discutent et qui sont même souvent les agents, n'est-ce pas, de cette influence-là. Et je dois vous dire que la guerre a ses règles. La guerre n'est pas belle. Et dans la guerre, on ne fait pas de clinique. On fait la guerre. Donc c'est le soldat qui vous parle là en ce moment. Donc, cette histoire, l'armée camerounaise est professionnelle. Pourquoi? Parce que tant bien que faire se peut, le haut commandement prend toutes les dispositions pour conditionner le soldat qui s'en va à la guerre. Donc gratuitement, il ne va pas commettre des exactions. Mais le milieu peut être contaminé. C'est pour ça qu'à tout moment, il faudrait que le haut commandement veille pour ramener ceux-là qui, n'est-ce pas, se détendent un peu trop et arrivent à des situations qui sont regrettables. D'accord. Et je vous dis que ces situations ne sont pas pour aider. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, au nord-ouest du Sud? Ce n'est pas le même contexte. Nous avons nos frères qui sont en face. Et c'est difficile.
Et je vous dis que dans l'esprit même tactique que le militaire a, il y a des fois, il dit, mais écoutez, on va en finir. Mais il y aura toujours le politique qui leur dira que non, ici, vous avez choisi de combattre. Essayez d'avoir la gâchette un peu plus douce. Oui. Et je vous dis que c'est comme ça. Maintenant, n'occultons pas quelque chose. Le jeune homme qui se lève le matin, quelque part à Bafout ou je ne sais pas où, ne fait rien dans la journée. 2 jours après, vous rationnez. Vous ne savez pas comment il a fait. Il ne travaille pas. Mais vous vous rendez compte que la nuit, il est souvent absent. Il dort chez vous. C'est votre cousin. Vous le connaissez. Malheureusement, la conséquence, c'est sur cette pauvre population. Il y a l'honorable qui l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une population qui est prise en étau, il va bien falloir défendre l'intégrité territoriale. Et à un moment, il faudrait que cette population coopère davantage. Parce que le solde de cette opération, c'est que depuis que cette affaire, cette instabilité a commencé, les enfants ne vont pas à l'école normalement. Les gens sont rançonnés, les gens sont tués, les femmes sont violées. Et aujourd'hui, il y a une certaine économie de la guerre qui s'est installée. Oui. Je ne suis même plus sûr que politiquement, tous ces généraux-là ont encore une direction. Parce que, pour une fois, partout où les commanditaires étaient basés en Europe, les gens ont compris que le Cameroun, aujourd'hui, est le seul pays qui est fréquentable. Ailleurs, on a fait des coups d'État avec des gens un peu partout. Finalement, il n'y a que le Cameroun qui reste le verrou sécuritaire, où le pouvoir est encore un pouvoir civil. À partir de ce moment-là, peut-être vaudrait-il mieux jouer, n'est-ce pas, la partition d'un État stable. Et c'est ce qui se passe donc en ce moment. Il faut appeler la population, ces populations-là, à être beaucoup plus courageuses. Quand vous voyez le danger arriver, défendez-vous. Mais la meilleure façon de se défendre, c'est de livrer le renseignement. Oui. Et tant que vous n'avez pas le livré, il n'y aura pas de synthèse. Je dois vous dire que ces gens sont déjà agiles et se transportent, n'est-ce pas, en réseau lacunaire. Ils sont capables d'être très mobiles. Merci, Dr Badjek. Honorable Kongaba, le déficit de coopération est pointé du doigt entre l'armée et la population. Comment vous, en tant qu'élu local, acteur local, comment est-ce que vous pouvez justifier, si c'est justifiable bien sûr, ce déficit-là? Comment est-ce que c'est possible qu'une armée censée protéger la population se retrouve parfois prise à partie? On a vu des images où un malheureux coup de fil est parti, une personne a été touchée et c'est l'armée, la population qui tout de suite s'en va vers le malheureux policier, le malheureux gendarme et le lapide entre guillemets. Comment est-ce qu'on comprend cette mutation d'une armée censée protéger la population mais qui est prise à partie par ces mêmes populations? Je crois que les autres panélistes l'ont dit, il y a des brebis galeuses dans tous les corps de métier et dans l'armée c'est la même chose. Donc certains membres de ces corps-là ne sont pas responsables sur le terrain et essayent de saboter déjà le travail qui est bien fait par certains. Et puis vous savez, dans la population, on ne regarde pas le peu qui est mal fait. On oublie, quand vous faites quelque chose de mal là, maintenant on oublie tout ce que vous avez fait de bien pendant des années. Donc les populations, c'est par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien qui fait à ce qu'il y ait cette fissure-là. Est-ce qu'à ce niveau, l'armée ne paye pas le prix des frustrations qui n'ont rien à voir avec son rôle? On a évoqué les questions de gouvernance, les questions des vies des populations, les questions de chômage jeune. L'armée qui arrive, qui essaie de réguler, de normer, elle se retrouve peut-être en posture d'armée d'occupation alors que les problèmes sont ailleurs. Bien évidemment, Stéphane l'a dit ici que l'armée travaille pour le gouvernement. Et puis, ils sont aux ordres du gouvernement. C'est un ministre de la Défense qui est à la tête de l'armée et qui donne les ordres. Il y a ces généraux qui sont sous les ordres du ministre. Et vous savez, lorsque les ordres viennent d'en haut, on exécute. Ce qui fait que si ceux-là ne veulent pas exercer la bonne gouvernance sur les populations ou faire le partage équitable des ressources et des revenus du pays, ça devient un problème. Donc, pour nous pensons que c'est possible qu'il y ait une relation très très bien cordiale entre l'armée et les populations, mais pour que cette relation soit là, il faut que les populations soient davantage rassurées. Rassurées comment? Que l'armée puisse se rapprocher. Nous avons déjà vu dans certains endroits, que ce soit au nord-ouest ou au sud-ouest, où
vous voyez les agents du BI donner, enseigner dans les salles de classe. Tout à fait. Nous avons Même vu, au nord, nous avons vu à Bakassi où c'est les agents du BI et la marine nationale qui transportent les marchandises des populations d'un coin à l'autre. Nous avons vu également le génie civil construit les salles de classe et des routes au nord où Le génie militaire construit les routes au nord où nous Boko Haram sévit jusqu'ici. Je veux parler par exemple de la route, je crois que c'est Moura Dabanga où il y avait beaucoup de problèmes. Vous voyez également la route Babadjou Bamenda aujourd'hui qui est bien sécurisée et les travaux vont bon train. Voilà les exemples qu'on a besoin pour permettre à ce que les populations puissent continuer à avoir confiance à cette armée-là. Je peux vous dire aujourd'hui que les populations de Bamenda, de Babadjou, Santa jusqu'à Bamenda aujourd'hui ont un aperçu. Et si vous regardez le taux de kidnapping, de meurtres dans ces endroits-là sont drastiquement Il y a beaucoup réduits. plus de confiance, de collaboration. La preuve, lors de la tournée du chairman Joshua aussi, nous sommes partis à Baba. Et ce n'était plus comme lorsque nous sommes allés pour... Sans l'escorte militaire. L'escorte militaire n'était plus comme quand nous sommes allés pour les obsèques. Ça veut dire on a pu aller avec 2, 3, alors qu'on avait parfois besoin d'un contingent pour nous accompagner. Aujourd'hui, vous avez cette collaboration qui a permis à ce que certains villages, moi mon village c'est Balignon, pour ceux qui connaissent, et vous savez ce que la police et l'armée a subi dans ces endroits-là, mais avec des petites actions qui ont été menées par l'armée, les populations ont commencé à collaborer. Aujourd'hui, la ville devient un peu plus vivable. Les gens restent jusqu'à 1h, 2h du matin dehors, alors que ce n'était pas possible de rester jusqu'à 19h, ou lorsque le noir tombait à 17h, il fallait déjà être ce soir. Donc je dis, il y a beaucoup d'actions qu'il faut mener. Vous avez également ceux qui sont dans la médecine, comment on les appelle, mon colonel, qui mènent des actions qui permettent aux populations qui n'ont pas... La santé militaire. La santé opérationnelle. Qui permet aux populations qui ont vu leurs hôpitaux brûler, qui viennent spontanément avec des ventes pour créer des campagnes de vaccination et bien d'autres choses, pas seulement les vaccinations, et bien d'autres choses. J'ai vu une image où l'une de ces caravanes-là faisait des opérations. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'actions qu'on peut mener, qu'on peut continuer à mener, mais il faut le dire, il faut impliquer les autorités locales. Je voudrais parler des autorités locales ici, les chefs traditionnels, parce que c'est des gens qui peuvent vraiment, véritablement... Jusqu'à là, c'est pas le cas C'est pas le cas parce que ces personnes, parfois, ne se sentent pas vraiment... comment est-ce qu'il faudrait les intégrer un peu plus là, vous dites les intégrer un peu plus, c'est les amener à comprendre le bien fondé de leur rôle, parce que certains sont là et ne savent pas que le rôle qu'ils doivent jouer, c'est aussi d'amener il faut leur donner les moyens. Ils ont dit qu'ils n'ont pas les moyens. Et aussi donner les moyens. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire. Et ces moyens-là vont les permettre de se mouvoir sur le terrain avec leurs équipes, sensibiliser les populations à accueillir l'armée. J'ai vu une image dans le nord-ouest où l'armée était en patrouille, une maman était en train de faire son tapioca, elle a donné un bol avec de l'eau, il y avait, je crois, 4 ou 5 militaires, ils étaient en train de manger le tapioca dans un bol. La vidéo a été filmée et a été mise sur les réseaux sociaux. J'ai encore regardé une autre vidéo où les populations ont accueilli un contingent qui est venu les sécuriser et ils étaient déjà en train de danser la danse traditionnelle de la localité. Vous voyez, c'est des choses que quand vous arrivez, au lieu de pointer la calache vers ces personnes-là, il faut les baisser et essayer de discuter avec eux. Essayez de vous intégrer dans leur population. Même en dansant, quelqu'un peut vous chuchoter. Voilà un Amazonien. Merci Lionel Kongaba. Jean-Maurice Mbok, l'armée, Armée-Nation, modèle de collaboration. Les actes ne manquent pas. Les exactions aussi, on l'a malheureusement déploré sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut avoir comment je vais dire ça, un développement
avec des manquements au sein de son armée. Est-ce qu'on peut se retrouver avec une armée qui serait en déphasage des orientations qui sont celles du gouvernement politique? Parce qu'on l'a aussi déploré ailleurs, ce qui a même été l'objet de coups d'État dans certains pays où justement l'armée ne s'est pas reconnue dans la façon dans laquelle le pays était gouverné. Paul Stéphane Menunga a pointé du doigt les manquements en termes de gouvernance, en termes de répartition des richesses nationales. Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau lorsque l'on sait justement qu'il y a beaucoup de plaintes qui vont et viennent du côté du nord-ouest, du sud-ouest, quant à la répartition de la richesse nationale? La structure hiérarchique au Cameroun, elle est connue. En tout cas, en ce qui concerne l'armée, on sait qui est le chef de l'armée. Le ministre de la Défense est un ministre délégué. Oui. Le chef de l'armée, c'est le président de la République. C'est connu, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on ne va pas changer ça. Il faut simplement que les populations comprennent que c'est une structure qui est faite comme ça. Et les gouvernants n'ont pas l'intention de changer cette structure. Mais il faut aussi dire que le chef de l'État associe l'armée à la réflexion, associe l'armée aux propositions et aux suggestions, parce que ce qui se fait sur le terrain, ce n'est pas le président Paul Biya qui dit « allez faire ceci sur le terrain ». On a des stratèges militaires qui proposent une méthode, une stratégie, et dès qu'ils l'ont expliqué clairement au chef de l'État, il peut valider. Donc aujourd'hui, il y a une hiérarchie, il y a une façon de fonctionner. Il faut simplement que les populations comprennent que le militaire n'est pas celui vers qui il faut tourner ses foudres. Il faut pouvoir dire son mécontentement ou ses préoccupations lors d'un vote, lors des élections. C'est là qu'on dit son mécontentement. Donc aujourd'hui, il y a un essoufflement qui est évident. C'est que les populations sont fatiguées aussi. De quoi? De cette situation dans le Nozo. Les gouvernants même sont fatigués de la situation dans le Nozo. Vous dites que l'État est fatigué? Mais attends, c'est très grave. Stéphane, vous ne pouvez pas avoir un enfant que vous fouettez tous les soirs que vous rentrez parce qu'il est têtu. Parce qu'à un moment donné, il vous fatigue. Vous avez envie de dire, va un peu chez ton oncle, tel qui va te garder pendant un mois. Juste pour dire que ça fatigue parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. On ne peut pas les combattre comme on combattrait une armée étrangère. Donc, ça fatigue parce qu'il y a eu le grand dialogue, il y a eu des négociations, il y a eu même des fonds spéciaux pour la reconstruction de ces deux régions. Le gouvernement a tendu la main à plus d'un niveau pour que la calmie revienne. Dans certains endroits, ça revient, mais on a l'impression qu'en face, l'économie de la guerre aidant, il y en a qui estiment qu'il faut rester dans l'irrédentisme, pour utiliser le terme de colonel Badiek, dans l'irrédentisme pour pouvoir continuer à entraîner cette économie-là. Aujourd'hui, la solution, et l'honorable l'a dit, c'est la volonté politique. Il faut aujourd'hui que le chef de l'État tienne un discours qui va pouvoir amener ceux de là-bas à comprendre. Mais bien sûr, il faut qu'il leur parle. Ça commence par le discours. Même un 21 mai, même un ça 15, commence, oui, ça commence par le discours. Spécial. Il faut trouver un jour spécial pour parler uniquement à ces populations-là. Aujourd'hui, avec le renseignement, avec le grand rassemblement, avec les informations qu'on a recoupées, on sait exactement ce qu'ils veulent. Parce qu'on sait ce qu'ils veulent, il faut qu'on leur tienne le langage. Ça, c'est possible. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est possible. Ça, ce n'est pas possible. Il faut pouvoir échanger et dialoguer avec eux. Cet essoufflement, donc, crée le malaise des populations qui ne savent même plus comment regarder les militaires eux-mêmes qui parfois ne savent pas comment regarder ces populations parce que une ambiance de suspicion permanente. Alors ça, il faut saluer l'action de l'armée et l'honorable disait que ce soit le volet militaire, le volet de l'éducation, le volet de la santé, tous les différents volets, l'armée dans sa professionnalisation assume les responsabilités qui étaient dévolues avant aux enseignants, aux médecins et ainsi de suite, parce qu'il faut une certaine sécurité pour pouvoir exercer aisément dans certaines zones. Et comme le médecin lambda n'a pas cette formation, l'armée a cette formation, elle assume. Mais pendant qu'on assume, il y a des moyens pour pouvoir commencer à résoudre le problème. Et ça revient encore une fois de plus à la formation. Stéphane, si ces gens se plaignent qu'il n'y a pas d'emploi, il faut, par exemple, que parmi ces jeunes qui ont de la matière, qui ont de la compétence, on commence à recruter pour en faire des métiers, des enseignants qui vont enseigner chez eux. Il faut qu'on commence à créer des moyens, même de professionnalisation pour une action directe d'emploi. Mais si on ne
trouve pas des moyens efficaces immédiatement, la suspicion va rester. Je sors donc en disant, les populations de ces zones doivent aussi pouvoir être courageuses pour enfin dire exactement ce qu'elles veulent et être dans une position d'échange, de négociation. Pas de position tranchée où on dit que si ce n'est pas ça, on ne continue pas. Non, il faut à un moment donné arrêter. Là, Merci. on ne veut pas savoir qui est plus fort, qui a gagné. On veut que le Cameroun revienne et aujourd'hui est le jour par excellence pour le dire. L'unité doit être une réalité, mais c'est un travail de tous les citoyens, Merci. les grands comme les petits. Merci Jean-Maurice Mbok, Paul-Stéphane Manunga. Nous sortons par vous. Alors, l'unité, c'est un travail de tous les citoyens, les grands, les petits, mais surtout l'armée qui se retrouve une fois de plus interpellée, alors que parfois certaines positions sont vendues comme des positions tendant à sortir du pays, tendant à sortir du cocon camerounais. Aujourd'hui, pensez-vous que lorsque l'on observe le déploiement de l'armée sur le terrain, cette mission qui lui est dévolue, celle-là de rassembler le territoire, de protéger l'intégrité territoriale du Cameroun, cette mission pourra être accomplie sans justement l'apport de ces populations-là qui sont censées porter la dynamique? Non, c'est impossible que cette mission soit accomplie sans l'apport des populations. Ça, il faudrait qu'on se dise des vérités. Ça veut donc dire que la situation au nord et au sud-ouest pourrait s'éterniser dans ces conditions, Non, malgré la présence de l'armée qui protège le territoire. Non, elle peut trouver une solution si les politiques ou le politique est sérieux. Parce que il faut savoir ici que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, quand vous causez avec la plupart, j'ai envie de dire que 90% de ces derniers ne veulent pas la sécession. Ils veulent une autonomie ou une autonomisation dans la gestion. Et c'est ce que la plupart des Camerounais veulent. D'autres peuvent appeler ça décentralisation, d'autres peuvent appeler ça fédéralisme, mais ils voudraient qu'il y ait une certaine autonomie dans la gestion des affaires. Et j'ai envie de dire que, pour preuve, par rapport à ce que je dis, ça beaucoup de gens ne le savent pas, ça c'est... j'ai envie de dire, je résume l'histoire de la décolonisation en 1 minute. Pour ceux qui ne le savent pas, Oumiobe est allé au congrès de Kumba. Il a même eu des accords avec le chef qu'on appelait Dibongué. Dibongué, selon lequel il devait s'unir et le Cameroun, en principe, selon les écrits de l'UPC, devait être indépendant, en principe, en 1957. Ce n'était même pas en 1960. Je dis Oumiobe allait chez nos frères anglophones. Il a été reçu par les chefs et il leur a demandé qu'en réalité, notre séparation est un accident de l'histoire. Montrez-moi ce qui nous divise ou ce qui nous sépare. D'après les textes de ce congrès, personne n'a été capable de dire qu'en réalité, il y a 2 Cameroun. Il leur a donc dit que puisque c'est un accident de l'histoire, travaillons donc ensemble. Et ils se sont donné un projet de 5 ans pour aboutir aux indépendances. Et là, on est en 1952. Et le Cameroun devait donc être indépendant, devait d'abord se réunir et être indépendant le 13 décembre 1957. Donc il faudrait que nos politiques cessent de refabriquer l'histoire. Et là je reprends Achille Mbembe. Oui, pour résoudre cette crise, il faudrait qu'on sorte de la refabrication étatique de l'histoire qui a été écrite par les vainqueurs de la décolonisation, qu'on écrive la vraie histoire. Parce que notre armée fait ce qu'elle peut. Elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait actuellement. La solution de la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest se retrouve entre les mains du politique. Et ça commence par la vérité historique. Ça fera mal, mais il faudrait qu'on se dise les vérités pour résoudre définitivement cette crise qui a tué des amis à moi, qui a tué des amis de beaucoup de personnes et qui continue de tuer. Merci Paul-Stéphane Manunga. C'est par vos propos que nous allons mettre un terme à cette édition de Ouro Africa. Nous sommes lundi 20 mai 2024 à Yaoundé au Cameroun. C'est jour de célébration, de magnificence de l'unité nationale au Cameroun. On va encore le dire une fois de plus à tous les Camerounais qui nous ont écrit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Bonne fête de l'unité, bonne fête du vivre ensemble, bonne fête de l'amour, parce que sans amour,
Sans unité, il n'y a pas de développement. Mesdames, Messieurs, merci pour toutes les contributions. Merci à tous. Je ne vais pas vous citer tous. Landry Manga depuis Jouvence et bien tous les autres qui sont attentifs à ce qui se dit et ce qui se fait sur Oro Africa. Excellente continuation de soirée. Ici